Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Ombre de la Lumière avec Tessina. Dans cet épisode, je reçois un réalisateur de films d'animation, entre autres, qui nous parle avec passion de son métier. Je vous souhaite une belle écoute. Donc en fait, si je comprends bien, j'analyse la situation, vous êtes dit, il faut qu'on interviewe des réalisateurs. Donc, on va aller sur une agence de réalisateurs, donc vous interrogez les gens de l'agence, et ensuite les réalisateurs, et là vous êtes à la lettre B. Vous voulez un chocolat? Ah ouais, on sent que tu as l'habitude de brancher et débrancher les câbles. Hein. La main, elle va direct. Comment ça va? Ça va pas mal. Ça va, bon, ça va bien. Ça va bien. Ça va quand même bien. Ok, T'es pas assez dormi, mais ça va. je comprends. Est-ce que tu peux te présenter? Et oui. Oui. Donc, Donc en fait, je suis Stéphane Berla, je suis réalisateur euh, et je fais à la fois de l'animation, c'est principalement ce que je fais en ce moment. Et comme j'aime bien mélanger les choses, les techniques, il m'arrive aussi de tourner avec des comédiens. Et voilà, j'ai fait pas mal de clips. J'ai fait un long métrage qui s'appelle Jack et la mécanique du cœur, que j'ai co-réalisé avec Mathias Malzieu. Et je fais aussi de la publicité. Voilà. autant de facettes. Et donc, tu fais de la fiction ou du documentaire? Alors, je fais pas du tout de documentaire, je fais principalement de la fiction D'accord. ou des films de commande. Ah, des films de commande. Ouais, bah, la publicité, par exemple, c'est considéré comme un film de commande. D'accord. C'est un client qui a besoin de Mhm. communiquer et en fait, il commande un film. Donc, ils ont besoin d'une équipe pour faire le film. Et donc ça, c'est un film de commande. La Mhm. fiction, bah, c'est le cinéma, le court-métrage. Ouais. Et je fais aussi du clip qui est un peu entre les deux. C'est à la fois une commande parce que un artiste, une maison de disques ont besoin d'un film, donc ils commandent quelque chose, Mhm. mais dans le cadre d'un clip, comme le réalisateur écrit l'histoire, bah, il reste un artiste. Là où dans une publicité, on est un peu plus faiseur. On essaie de faire ça de manière artistique, on essaie de mettre notre âme dedans malgré tout, mais c'est purement commande. Donc en fait, parfois je fais de la fiction, court-métrage, long-métrage, parfois c'est de la commande, et parfois c'est entre les deux, quoi. Voilà. Dans la zone grise. Donc, dans la publicité enfin, la publicité et le clip, pardon, c'est les personnes qui viennent te chercher, c'est ça? Et qui te disent: «Bon, on a besoin de ça, ça, ça» et toi, à partir de là, tu essaies de voir un peu est-ce que par exemple, pour le clip, est-ce que tu essaies de voir par rapport à la chanson? Tu as la chanson et tu essaies de voir qu'est-ce que tu pourrais faire autour de ça? Ou est-ce que c'est directement l'artiste qui a, une idée en tête et tu essaies justement de t'aligner un peu avec ce qu'il veut? Alors, en général, hem, c'est une maison de disques ou un artiste qui me contacte. D'accord. Parce qu'ils ont besoin de faire un clip, ils cherchent, quelqu'un en fait pour, créer un univers qui Mmh. va leur correspondre, donc ils choisissent des réalisateurs qui correspondent à cet univers. Donc, en général, ils demandent à quelques réalisateurs de faire des propositions. Souvent, il y en a entre, ils vont demander à 3, 4, parfois 5 réalisateurs de faire, une proposition artistique. Ils peuvent donner un thème. Ils peuvent Ouais. dire, par exemple, je sais pas, j'aime le rouge. OK. Ou ils peuvent dire que ils peuvent donner quelques indications, mais déjà par le choix du réalisateur, c'est déjà une indication. Parce qu'en fait, les réalisateurs ont un univers. Donc si on vient me voir, en fait, les gens, c'est pas qu'ils s'attendent à ce que je propose quelque chose, mais ils sont déjà dans un j'ai déjà ma bulle autour de moi, en fait, Oui, ils donc savent ce qui OK. ils se doutent que je vais pas proposer quelque chose qui va être très loin de moi, en fait. Donc parfois, il peut arriver que les compositeurs, enfin que les artistes, musicaux Mmh. aient une idée très précise de ce qu'ils veulent et en général, c'est des projets à fuir. Ah! Totalement. Oui, parce qu'il y a Bah, vraiment il y a vraiment la proposition créatrice, la création de dedans, c'est ça? en fait, Il y a moins, il m'est arrivé des fois où des artistes avaient déjà même écrit le concept ah ou ouais? alors genre ils ont quelque chose en tête, ils s'attendent à ce que le réalisateur traduise ça et en général, c'est catastrophique. Ça fait toujours des mauvais clips, enfin 98 du temps. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois et c'était un enfer parce qu'en fait, bah, déjà s'il l'a en tête, autant qu'il le réalise. Parce que demander à un autre réalisateur de le faire, Mmh. c'est compliqué, quoi. C'est rarement des idées cinématographiques aussi, ce OK. sont souvent des idées un réalisateur vient de l'image, des
musiciens viennent du son et en fait, c'est pas tout à fait le même langage. Les idées du son sont pas forcément compatibles avec le cinéma, donc certains compositeurs peuvent avoir des bonnes idées, mais Mmh. c'est pas tout le temps le cas et puis ce qui est compliqué, c'est d'essayer de mélanger en fait, le réalisateur est là pour, créer une histoire, mais aussi de la mettre en forme et d'insuffler une âme dans tout ça et donc du coup, en gros, c'est un investissement global dans un objet artistique qui est le clip et en fait, le problème, c'est que si le compositeur, c'est déjà enfin, je dis compositeur, c'est le musicien, Mmh. enfin, parce que c'est aussi un chanteur. S'il a déjà quelque chose en tête, le problème, c'est que, bah, moi, mon rôle, ça va être genre: «Mais qu'est-ce que tu as en tête précisément?» Je vais essayer de le retraduire en images et ça va faire quelque chose de assez insipide. Donc vaut mieux que je comprenne globalement ce qu'il veut raconter. OK. C'est plus le thème de la chanson Oui. et moi, mon rôle, je le vois comme ce que j'essaie de faire, c'est que le clip soit un trait d'union entre le compositeur et ma personnalité. En fait, le film est, un objet artistique qui est entre la chanson et mon ressenti de la chanson, en fait. Donc comme ça, tout le monde s'y retrouve. L'artiste, hem, est connecté parce qu'en fait, le clip est inspiré de son univers, mais aussi c'est inspiré de mon univers. Donc on crée quelque chose qui est nourri Mmh. de nos 2 sensibilités. Et donc dans la pub, c'est qu'est-ce que c'est? C'est la marque qui vient chercher? Est-ce que Bah, c'est plus, la publicité, le principe, c'est que un client a besoin de communiquer sur son produit. d'accord. Donc en fait, il fait l'appel en général à une agence de communication qui s'occupe de la communication de ce client. Par exemple, Coca, ou on va prendre une marque américaine, mais je sais pas moi, c'est quoi ce micro là? Il vient d'où? Yeti? C'est, par exemple, Blue? les fabricants de ce micro, ils ont besoin de communiquer et en fait, ils vont faire appel à une agence qui va s'occuper de la communication télé, affiches, tout ça, internet et à un moment donné, ils ont besoin de faire des films et pour faire des films, eux, ils savent pas faire parce que c'est pas Mmh. leur métier, donc ils vont imaginer un concept pour vendre ce micro et une fois qu'ils sont mis d'accord là-dessus, ils vont chercher des réalisateurs pour mettre en scène ça. Et le réalisateur, il est là à la fois pour mettre en scène techniquement, c'est que pour s'assurer que tous les plans sont bien, que le micro, il est absolument magnifique et tout ça, mais surtout insuffler une âme dans tout ça, parce qu'en fait, eux, ils sont dans le marketing. Et donc, Mmh. ils vont prendre des artistes hem, qui sont à la fois des gens pragmatiques, parce qu'on fabrique, mais aussi, on va insuffler une âme. C'est qu'en fait, ça va pas être juste un film, ça va raconter une histoire, ça va être fait d'une manière sensible, surprenante, originale, différente, pour que ce micro soit filmé d'une manière d'une manière unique. Comme ça, quand on voit le film sur le micro, Mmh mh. on voit un style et on se dit: «Ah ouais, c'est le style de ce micro» et ça, en fait, c'est quand je fais une pub, c'est mon métier de donner un style, de faire en sorte que, le film ait une signature et que ça peut faire film, enfin, ça peut ressembler à un film, de long métrage, ça peut ressembler à un objet artistique un peu barré, mais ce qui compte, c'est quand on voit le truc, on le remarque, on se dise: «Ah ouais, c'est ça l'identité de ce micro». D'accord. Et je le fais, mais je le fais pas tout seul, je le fais en Mmh. partenariat avec, l'agence et le client. C'est une vision commune et là où quand je fais un clip, je suis beaucoup plus libre parce qu'en fait, bah, je suis juste avec l'artiste Ouais. et quand je fais une fiction, je suis tout seul. Ouais. Donc en fait, plus on se rapproche de la fiction, plus on est libre. Plus on se rapproche de la pub, plus on est contraint. Mais j'aime bien les 2 parce qu'en fait, la contrainte, on peut être j'ai aucun problème pour être créatif dans des boîtes. De toute façon, on a tout le temps besoin de boîtes pour être créatif. On peut choisir la taille de sa boîte, mais même dans une petite boîte, je pense qu'on peut être hyper créatif. Donc pour moi, les pubs, c'est un moyen de gagner ma vie, ce qui me permet de gagner de la liberté et cette liberté me permet de développer d'autres projets, de prendre des risques sur d'autres projets. Donc je peux prendre le risque de perdre de l'argent sur un clip, et de juste bosser,
7 mois sur un ça m'est arrivé une fois de bosser 7 mois sur un clip. J'étais quasiment pas payé parce que je m'étais sécurisé un peu de liberté à côté, grâce à d'autres travaux, en fait. Et aussi, bah, en fait, ça permet de s'entraîner, de tester des nouveaux trucs, de Mmh. tout le temps être en mouvement parce qu'en fait, les longs métrages, surtout en animation, ça prend du temps et en fait, si j'étais juste, là-dessus, je pourrais être tenté, ça arrive que les réalisateurs soient tentés de faire des longs métrages qui sont, bah, ils le font pour l'argent et moi, je me suis toujours interdit de faire de la fiction pour de l'argent. Mais même le clip, je le fais jamais pour l'argent. Le Mon seul objectif quand je fais un clip, c'est de faire un beau film et de faire quelque chose qui est unique. Faut me dire, hein, si je fais des réponses trop Ah non, longues non, parce mais qu'après vas-y. je Vas-y, vas-y, vas-y. après je suis quoi, Et donc dans les 3 figures, c'est-à-dire le clip, la publicité et la fiction, est-ce qu'il y a une écriture de scénario? Alors, dans le clip et la fiction, oui, OK. évidemment, parce qu'en fait, ça part de ça, c'est une bonne histoire. La pub, il y a aussi un scénario. Il y a toujours un scénario parce que de toute façon, pour sortir une caméra, enfin, à part dans le documentaire, mais même Mmh. le documentaire a un scénario en vrai. Mais, quand on planifie un tournage, il faut un scénario dans tous les cas. La différence, c'est que en publicité, c'est pas moi qui fais le scénar. Je peux l'adapter, mais c'est avant tout, le travail de l'agence, en fait, Mmh. qui vend, une histoire à son client et moi, en fait, je suis là pour sublimer tout ça. Par contre, en long métrage, il y a évidemment un scénario. Par contre, c'est pas forcément moi qui l'écris, loin de là. Surtout moi, parce qu'en fait, je suis pas quelqu'un vraiment du verbe, je suis plus de l'image D'accord. et je suis plus dans mon plaisir, il est plus de mettre en scène, de créer des personnages, enfin, quand je dis créer, de les fabriquer, Oui. mais aussi d'insuffler la vie dans ces personnages, mais pas forcément d'écrire l'histoire. Alors j'écris des histoires sur mes clips, mais pas sur de longs métrages parce qu'en fait, ça demande un talent, d'écriture très pointu et en fait, moi, je préfère me concentrer sur la mise en scène, ou sur la direction générale de l'histoire, mais pas les dialogues. Parce qu'en fait, je suis nul en dialogue et c'est pas mon métier. Certains réalisateurs font les 2, Mmh. mais je me suis rendu compte que les réalisateurs que j'admire le plus sont quasiment jamais des scénaristes, en fait. Parce que, il y a un métier où on se met derrière une page blanche et en fait, on écrit Mmh. et en fait, on sort ce qu'on a en soi et on faut aimer la solitude, faut aimer être tout seul devant une page blanche. En fait, c'est une autre énergie que mettre en scène. Ouais. Mettre en scène, souvent, c'est un travail d'équipe. Ouais. On doit être un peu chef d'orchestre. On aime l'action, on aime bouger les choses. Il faut être capable d'aller vite. Mmh. Et aussi, c'est pas mettre en scène, c'est prendre un texte, c'est extraire de ce texte, enfin, c'est convertir ce texte en image et en émotion, enfin en émotion, il y a déjà l'émotion dans un texte, mais c'est parler à des comédiens, Mmh. ou en animation, c'est parler à des artistes, de l'animation Mmh. et c'est 2 métiers différents. Parfois, certains font un peu les 2. Ce sont quand même 2 métiers très proches, Oui. mais c'est 2 énergies très différentes. Alors moi, j'aime beaucoup écrire, j'écris beaucoup, mais je connais mes limites et surtout les endroits où j'ai pas spécialement envie d'aller. J'ai envie de me spécialiser dans pour moi, ce qui compte, c'est la direction d'acteurs, direction des artistes, fabriquer mes personnages, D'accord. c'est animer, c'est éclairer, c'est tout ça, en fait, le truc et l'écriture pure, je la garde pour des synopsis, pour des traitements, pour des histoires sans Ouais. dialogue. Les dialogues, clairement, moi, j'étais fils unique, donc le verbe, ça a jamais été mon truc, en fait. Moi, ça a plus été le rêve. Du coup, pour les films d'animation, par quoi tu commences? Est-ce que tu dessines les personnages? Est-ce que ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui les dessine? Je sais pas, Alors quel est ton rôle un peu dans ça le dépend des projets. Pendant longtemps, j'étais purement réalisateur, dans le sens où je mettais en scène. Donc en fait, j'orchestrais les choses, j'étais là pour imprimer une vision et en fait, je dessinais pas mes personnages, je me voyais plus comme un réalisateur de live. mmh, Donc du coup, il m'arrivait effectivement de faire des croquis pour expliquer les choses,
Mais je travaille plus avec des références et des artistes. Genre, La mécanique du cœur, par exemple, Mmh. on a travaillé avec une artiste qui s'appelle Nicoletta Cecoli, qui est une, illustratrice, italienne, qui Mmh. fait des dessins qui sont très beaux, qui sont très aplats, qui ressemblent à des peintures, qui sont hyper délicats et en fait, on a travaillé avec elle et donc du coup, moi, mon rôle avec Mathias sur La mécanique du cœur Mmh. en tant que réalisateur, c'est de la diriger, enfin l'orienter plus que la D'accord. diriger et voilà donc du coup alors ça c'était ma manière de faire pendant longtemps. J'étais purement réalisateur et on va dire directeur artistique. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait j'orientais les gens. Je leur disais: «Voilà, c'est dans cette direction qu'il faut aller» et tout ça et là maintenant depuis 4 5 ans, hem, j'ai changé ma manière de travailler sur les films d'animation et en fait j'ai réduit considérablement en fait j'ai optimisé énormément ma manière de travailler et j'ai des équipes beaucoup plus réduites et surtout je fabrique moi-même. En fait j'utilise, des casques de réalité virtuelle Oh! pour fabriquer et j'ai découvert ça il y a 1 an avant le covid, en fait et pendant le covid, j'ai fait un court métrage qui s'appelle, Man Mask, un court métrage, un peu idiot, mais rigolo. Et en fait, j'étais longtemps frustré par la manière dont fonctionnait le cinéma d'animation en 3D, en tout cas, parce que tout était très lourd, très technique, très laborieux et il y avait que des hyper spécialistes dans tous les domaines. Moi, j'avais commencé la 3D il y a très longtemps et j'étais un peu, précurseur parce qu'en fait, j'ai commencé ça, j'étais gamin et la 3D, est arrivée dans le monde au moment où j'étais ado. Donc du coup, j'étais parmi les premiers à utiliser ça et au début, c'était vraiment la 3D, c'était quelque chose, c'était un terrain à explorer qui Mmh. était infini. Enfin, c'était comme aller sur une nouvelle planète, on savait pas ce qu'on pouvait faire et on expérimentait les choses et en fait, on savait pas ce qu'on faisait. On découvrait au fur et à mesure et en fait, avec le temps, la 3D s'est imposée. Au début, on était un peu enfin, je sais pas, quand je dis la 3D, j'en parlais autour de moi, mes parents, ils me prenaient comme pour un extraterrestre. En fait, personne ne comprenait rien, quoi et et en fait, progressivement, ça s'est institutionnalisé. Il y a les écoles de 3D, il y a des hyper Mmh. spécialistes, ça s'est hyper complexifié, les logiciels sont beaucoup plus pointus, mais en fait, du coup, ch en fait, ça crée plein de profils de gens qui savent exactement comment on fait de la 3D. Ça s'est, professionnalisé à un tel point où on a des spécialistes de chaque domaine, en fait. On a un spécialiste d'un gars, il y a un métier qui s'appelle rigueur, c'est quelqu'un qui est spécialiste du squelette qu'on met dans un personnage. Ah oui! Et c'est hyper pointu. Il y a des donc en fait, pour faire un personnage, il y a plein, 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 plein d'étapes de OK. fabrication et en fait, moi, j'étais frustré progressivement avec ça pour une raison très simple, c'est que je pouvais plus prendre des décisions un peu barrées. Par exemple, juste sur une intuition, me dire: «Tiens, on va faire ça». Pour 2 raisons, c'est que ça allait coûter cher parce que ça Mmh. allait demander beaucoup de gens pour essayer et du coup, on n'allait pas me faire confiance. On va dire: «Ouais, mais Stéphane, tu es sûr de ton intuition là?» «Oui, oui, oui, je suis sûr», mais en fait, il y a tout le monde qui dit: «Ah ouais, mais le spécialiste de machin, il dit non. Mmh. Le spécialiste de truc, il dit que c'est dangereux. Le spécialiste de truc, dit que ça se fait pas». Donc en fait, j'ai découvert un jour, j'ai mis la tête dans un casque VR, j'ai découvert un logiciel. J'ai vu que je pouvais fabriquer des choses en direct avec les mains et en fait, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit: «Mais tiens, je peux fabriquer d'une manière différente, directement avec les mains, de manière beaucoup plus immédiate et je peux gommer toutes ces étapes qui, pour moi, sont trop techniques, trop cérébrales» Mmh. et je me suis concentré sur un processus de fabrication qui est beaucoup plus instinctif, beaucoup plus immédiat et en même temps qui me permet le fait de fabriquer avec comme je fabrique avec les mains, même si c'est Mmh. virtuel, en fait, j'ai des commandes qui sont le prolongement de mes mains. Ça me permet en fait enfin, je fais des erreurs avec les mains Mmh. et ces erreurs, se rapprochent des erreurs enfin, c'est pas des erreurs, c'est des micro-mouvements, c'est des choses qui sont, parce que je suis un être organique et du coup, ça va me permettre de créer des choses qui sont habitées, par, qui deviennent organiques parce qu'il y a quelque chose d'humain dedans. Parce qu'il y a mes micros erreurs que je peux faire avec mes Ouais. doigts, avec mon cerveau, mon intuition. Là où l'ordinateur et notamment les logiciels 3D sont tellement cérébraux, ils sont tellement parfaits. En fait, on fabrique des choses qui sont, mathématiquement parfaites et c'est très long et laborieux, en fait, de rendre ça humain
et donc du coup, j'ai changé cette méthode de travail et ça m'a permis de réduire considérablement les équipes et en faisant D'accord. ça, ça m'a permis de faire de la 3D de manière plus sensible, plus artisanale et plus instinctive. Donc je peux prendre des décisions, très rapidement, je peux changer et aussi du coup, je fais beaucoup plus de choses qu'avant. Donc je retourne à la question initiale, je suis parti loin, je suis désolé. Maintenant, je fabrique mes personnages, OK. je les design, mais en fait, je fais tout en même temps. Je les design en même temps que je les sculpte, que je les peins et donc du coup, j'ai plus besoin de toute la lourdeur que je pouvais avoir avant, en fait. Ça fait que vous êtes combien maintenant? Pardon? Vous dans l'équipe maintenant, Alors ça il y a combien dépend, de personnes? ça dépend, il y a certains projets que je peux faire tout seul. Certains projets, on a 7-8 et le but, c'est de monter progressivement. C'est qu'en fait, ces dernières années, j'ai redéfini un style, en Mmh. fait, avec une méthode de travail et en fait, on a fait quelques films pour prouver que ça marchait. Maintenant que ça marche, on a poussé, en fait, le la comment dire? Le workflow, enfin la manière de travailler. On a affiné les outils, pour être, encore plus efficace, pour monter en qualité, et là, maintenant, le but, c'est de faire un long métrage, ou 2 ou 3 ou 4 dans cette optique et donc en gros, c'est de monter, d'avoir des équipes plus importantes. D'accord. Est-ce que tu peux me citer du coup, les postes qui sont autour de toi? Alors en général, alors moi, je m'occupe de la création des personnages. D'accord. Je m'occupe de ce qu'on appelle le layout. Donc le layout, c'est la maquette du film. C'est une version 1, en fait, Mmh. qui est pas censée être belle, mais qui donne toutes les indications. En fait, il y a déjà les mouvements de caméra, il y a déjà la base du décor, il y a un peu les couleurs, il y a les persos et en fait, c'est comme si c'était une version, un peu cheap du film. Donc ça, c'est le layout. Ensuite, il y a, les décors, la fabrication des décors. Donc suivant les projets, j'ai entre une et 2 personnes en général. Il faut ensuite animer les personnages. Ça va être entre un et 3 animateurs suivant les projets. En tout cas, sur les projets actuels, Ouais. sur un long métrage, c'est beaucoup plus Mmh. et en général, après, tout ce qui est partie 3D, lumière, en général, je le fais moi. Pareil pour une étape qu'on appelle le compositing. Mais souvent, j'ai un directeur technique avec moi, qui me permet en fait de résoudre des problèmes techniques que je peux avoir dans les logiciels 3D Mmh. pour, m'affranchir de ça. En fait, il résout je lui pose je lui dis: «Voilà, j'ai besoin de résoudre tel truc». Par exemple, on a besoin de faire un plan séquence de 3 minutes. On l'avait jamais fait avec cette technique, c'est très rare en animation et surtout en 3D parce que c'est très lourd et donc du coup, le directeur technique va m'aider à trouver des solutions pour, passer d'une scène à l'autre ou des choses comme ça et j'ai sûrement oublié des gens. Bon après il y a aussi le son et tout ça, mais D'accord. ça concerne pas l'image. Et après, donc quand tout ça c'est fait, heu, par rapport au doublage, c'est ça? Il faut trouver des gens? Comment ça se passe? Refaites un casting vraiment Alors de personnes ou juste, alors le doublage, en fait, en animation, on travaille pas vraiment avec du doublage. Le d'accord. doublage, C'est c'est plus le fait de mettre de c'est un travail d'un comédien qui doit s'adapter à une animation existante. d'accord. Mais en général, en animation et en fait, du coup, c'est surtout les films étrangers qu'on double, Oui. parce qu'en fait, ils sont déjà animés. En anime, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre une voix maquette, on prépare un peu tous les éléments pour verrouiller l'histoire, donc on fait D'accord. une version moche du film, en fait et enfin moche, une version maquette Mmh. et ensuite, on enregistre les vraies voix des comédiens, donc à ce moment-là, on fait un casting des comédiens qui correspondent au rôle. Ils vont jouer en regardant l'animatique, ils vont jouer le texte. Ils vont avoir une liberté parce que c'est des comédiens. Quand c'est un comédien comme Éric Judor, comme sur Starpet, bah, il prend beaucoup de liberté et Mmh. ça, c'est précieux parce que du coup, ça fait vivre la matière première et du coup, ça nous permet de mettre à jour l'animatique sur la nouvelle voix, la voix définitive et du coup, ça nous permet d'animer en fonction de la voix. Ce qui est hyper important pour 2 raisons.
La première raison, c'est que, si on en fait, pour animer, déjà, on a besoin d'un support audio parce que sinon l'animateur, comment il anime? Enfin, il faut un son, en fait, pour qu'il sache qu'il y a un certain rythme de parole, la forme des bouches, la et même l'acting, comment les yeux réagissent, tout ça. Il faut qu'il s'inspire d'une voix, en fait. J'ai dit 2 raisons, je sais même plus ce que je vais dire sur la deuxième raison, mais le, l'acteur qui va interpréter la voix, c'est ce qui va donner le rythme et l'intention de la scène. Et l'animateur va s'inspirer de ça, en fait, parce que ça permet d'avoir un truc instinctif qui lance Je vois. l'animation, en fait. Donc ça part de ça, en fait. OK. Selon toi, quelles sont les qualités, requises pour ce travail? Hem, bah, ça dép alors, en animation, c'est pas tout à fait la même chose qu'en film live. D'accord. Hem Mais de manière générale, ce qu'il faut, la première des qualités d'un réalisateur, c'est de croire énormément en son film et suffisamment pour finir le film OK. et de mettre toute l'énergie possible qu'il faut pour finir le film. C'est la première des qualités parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être réalisateurs, mais ils sont jamais réalisateurs et c'est pas parce qu'ils manquent de talent, c'est parce qu'ils manquent de conviction. Pour être réalisateur, il suffit de prendre son téléphone, de descendre dans la rue et de filmer. Si on veut être réalisateur de films d'animation, on achète des Smarties, on les met sur la table, on se met en stop motion, on installe une appli à 3 € et on bouge des Smarties et on est réalisateur de films d'animation. Après, pour être un bon réalisateur d'animation, donc en gros, pour que des gens nous donnent de l'argent ou voient nos Mmh. films sur les réseaux sociaux, bah, là, ça demande du travail, en fait, principalement du travail. Apprendre à dessiner, à p voir d'autres films pour s'inspirer de la mise en scène, des choix artistiques, de savoir ce qui est juste ou pas juste dans le ton, dans l'intonation d'un comédien. Mais c'est aussi, travailler tout ce qu'on peut et surtout travailler son point fort. Moi, mon point fort, ça a jamais été le dessin. Parce qu'en fait, je suis gaucher à la base et j'ai toujours un rapport complexe à ma main Mmh. parce que, j'ai passé mon enfance à me faire engueuler parce que j'écrivais mal et en fait, j'ai associé le dessin à ça, en fait et je me suis toujours dit: «Je suis nul pour ça», en fait et un jour, j'ai découvert les ordinateurs Mmh. et en fait, tout de suite, ça m'a libéré. Je me suis dit: «OK, je on m'a dit que je pouvais pas être bon là-dedans, je vais être bon là-dedans» et en fait, je me suis, j'ai épousé et surtout ça m'a fasciné en fait, et en fait je me suis exprimé là-dedans et progressivement après j'ai étendu en fait et un jour j'ai découvert la VR et je me suis dit: «OK, je suis plus gaucher, parce que je travaille, j'ai plus le problème de d'écrire à l'envers sur une page», même si le dessin c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu le même rapport. Mmh. D'un coup j'étais dans un autre monde où tout ce qu'on avait pu me dire, c'est plus vrai. Donc du coup, c'est mon monde à moi et toutes mes règles, Mmh. je les maîtrise. Hem, voilà. Alors, quelles études, tu as fait, du coup? Alors j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle l'ESRA à Paris. OK. Donc c'est une école, qui a rien à voir avec l'animation, c'est une école de réalisation, plus de films. En fait, la raison pour laquelle j'ai fait cette école, c'est qu'à l'époque, il y avait pas d'école d'animation 3D Ah oui. et l'ESRA était la première qui devait s'ouvrir et en fait, quand je suis arrivé dans cette école, ils étaient pas prêts Mmh. et Mmh. et en fait, il fallait que je fasse une année en tronc commun. Et donc c'était bien parce qu'en fait, c'est une école en 3 ans. La première année, c'était, cinéma en général et donc la première année, donc j'ai pris des cours avec les autres, potentiels réalisateurs, enfin toutes les OK. gens, toutes les personnes qui voulaient apprendre le cinéma et notamment, on a fait des exercices de réalisation et notamment, des courts métrages et D'accord. moi, j'en ai réalisé un et je dois avouer que ça m'a bien plu. Et je me suis dit, «C'est quand même pas mal de diriger des acteurs plutôt qu'être derrière un écran toute la journée, de faire de la souris, ou de la palette graphique», et surtout, en fait, ils ont ouvert leur département animation et je me suis rendu compte qu'ils s'étaient pas prêts du tout. Je me suis rendu compte que les profs avaient démarré la 3D en même temps que moi et en fait,
C'est En fait, incroyable. c'est limite, je connaissais mieux les logiciels qu'eux, en fait. Waouh. Donc je me suis dit, bah, ça sert à rien, quoi, en fait. Autant que je continue la mise en scène, parce que je me rendais compte que ça me fascinait Mmh. et j'étais vraiment littéralement tombé amoureux de travailler avec des acteurs, d'être sur un plateau, l'énergie de l'instant, tout ça, en fait. Et je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, l'animation, je le ferai chez moi, Mmh. mais je vais apprendre la base de la mise en scène». Et et après l'animation, j'y suis retourné plus tard. Mais je continuais à faire des choses, mais chez moi, quoi. D'accord. Alors, on va passer aux autres questions un peu moins pro, on va dire. Ouais. Bon, je sais pas si tu as le temps, mais si tu regardes la télé, quelle est ton émission préférée? Alors je regarde pas trop la télé, voire pas du tout. Heu, Je vais pas trop et voire pas du tout regarder une émission. Si je dois regarder une émission, je sais pas, ce serait plus du documentaire. Je serais peut-être plus intéressé par des trucs comme Arte. OK. Hem, je ouais, je suis ou alors il faudrait que ce soit quelque chose qu'est-ce que j'ai pu regarder en émission qui aurait pu me plaire? Pas trop en fait, pour être honnête. Pas trop? Ouais. C'est pas grave. Hem, ton film préféré? J'hésite. Mmh. J'ai 2 films préférés. Vraiment des énormes coups de cœur, des films qui m'ont profondément influencé. Mmh. Il y a d'un côté L'étrange Noël de Monsieur Jack de Terence d'Henry Selick. C'est un film en stop motion, un peu Mmh. vieux, mais que je trouve toujours absolument incroyable. Et ça m'a profondément inspiré, Mmh. de mon animation et toujours l'héritage de ce film-là, stop motion pour moi c'est de la sorcellerie et c'est ce que j'essaye de reproduire. Le deuxième film c'est Eternal Sunshine of a Spotless Mind de Michel Gondry, qui est un film avec des acteurs, Mmh. mais c'est un film qui me fascine parce qu'en fait il est à la fois complètement barré, profondément humain et hyper intelligent. C'est-à-dire qu'il me touche à la fois la tête, au Waouh! cœur, au ventre, aux yeux, parce qu'il est très beau et c'est un film qui est, ouais, hyper créatif, hyper émouvant, et en fait, comme c'est un film, qui touche au rêve, je sais pas si tu connais l'histoire, mais c'est un gars qui est amoureux, mais c'est dans un futur proche où il y a une technologie qui permet d'effacer la mémoire de manière sélective. Et en fait, sa copine décide de le quitter et en fait, elle efface sa mémoire pour l'oublier et lui, il le vit tellement mal qu'il veut faire pareil. Le problème, c'est que pendant le process, il revit tous ses souvenirs qui ont été effacés Ah! et il se met à essayer de bloquer le processus. Donc du coup, il se bat contre l'effacement de sa propre mémoire. En fait, c'est raconté par Michel Gondry, qui est un réalisateur à la base qui vient du clip, qui avait Ouais, fait beaucoup de clips de Björk et qui oui. fait à chaque fois des films, J'ai vu hyper son créatifs. histoire après avoir vu, le dernier film avec Pierre Ninet. Je sais plus comment il Oui, oui, s'appelle oui. ce film-là. Alors c'est peut-être je sais pas si je devrais le dire, c'est pas celui que je préfère, Oui, non, mais après mais il y en a fait c'est d'autres. quelqu'un que j'admire profondément parce qu'il a une approche, hyper créative. Mmh. En fait, il résout les problèmes. C'est quelqu'un qui est vraiment doué pour il veut raconter quelque chose, mais il va prendre beaucoup de liberté dans la manière de le faire Mmh. et il va se dire: «OK, cette séquence, bah, je vais la faire, je sais pas, avec des je vais la faire avec des feuilles». Il a pas fait ça concrètement, Mais ouais, mais ouais, je vois je vois il va l'esprit. ramasser des milliers de feuilles, dans la forêt, toutes les couleurs de feuilles et il va faire un film avec ça, quoi, ou une scène avec ça et il est profondément poétique dans sa manière de faire les choses, mais en même temps, il est profondément logique. Il marie la logique à la poésie, en fait et au plastique. Et donc du coup, ouais, ces 2 films-là, pour moi, c'est vraiment des énormes coups de cœur. Je peux les voir et revoir et revoir et à chaque fois, je suis fasciné par la puissance, visuelle, la puissance émotionnelle, et intellectuelle. Mmh. Alors, ta série préférée? Est-ce que tu regardes des séries? Rarement parce que j'aime bien quand les choses sont intenses et ramassées, en fait. C'est un peu le problème que j'ai avec les séries Ah! et encore plus avec les émissions de télé, c'est que on dilate les choses pour faire passer le temps et en fait, moi, j'aime pas le tiède, j'aime le très froid ou le très chaud. Le D'accord. tiède, ça a tendance à m'ennuyer parce que j'aime bien quand il se passe des nouvelles choses. Par pour autant, il y a des bonnes séries.
Mmh. Et OK. et en fait, il y en a plein qui m'ont alors récemment, une série la plus récente, c'est une série anglaise qui s'appelle, Adolescence. Incroyable, une série en 4 épisodes, que des plans séquences, profondément humains, enfin ça m'a retourné. Hem et encore une fois, ça m'a plu intellectuellement, mais surtout émotionnellement et aussi d'un point de vue plastique. Parce que tour de force en des q 4 plans séquences d'1 heure, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Hem et sinon, il y a d'autres séries, une de celles qui m'a vraiment plu, c'est, Black Mirror. Mmh. Parce qu'en fait, c'est horrible, D'accord. mais non, mais c'est horrible, mais par contre, chaque épisode est, un tour de force. Chaque épisode, nous interroge sur ce qu'on est en tant qu'être humain et là où D'accord. on va en tant qu'être humain. Ça parle de la technologie, mais d'une manière très, très forte. J'ai beaucoup aimé Black Mirror. En animation, il y a une série qui s'appelle, alors ça m'a peut-être moins touché, mais j'ai beaucoup aimé, Scavenger Reigns. C'est une série d'animes, c'est des personnages qui sont perdus, sur une planète, enfin qui sont écrasés sur une planète sauvage. En fait, la planète, est complètement profondément vivante et ces humains vont essayer de survivre à ça et en fait, ils sont confrontés à la cruauté de cette planète, mais surtout l'étrangeté de cette planète et progressivement, ça va commencer à ouvrir des questions existentielles et voilà. Il y a sûrement d'autres exemples, mais je les ai perdus. Musique préférée? Question complexe. J'ai tendance à écouter principalement de la musique de film, de la musique d'ambiance et de la musique plutôt mélancolique, dépressive. Parce que c'est juste que ça me permet de me concentrer. Ça me permet d'être dans un état que j'aime bien, en fait. Mmh. Il y a pas de vague, j'écoute beaucoup de Brian Eno et trucs comme ça qui sont hyper, minimalistes. Mmh mh. Mais donc ça, c'est la musique que j'écoute le plus. Mais c'est pas la musique qui me touche le plus. Mmh. La musique qui me touche le plus, c'est quand même des musiques qui sont un peu dans cet écho-là. C'est quand même mélancolique. Ça peut être du Radiohead, ça peut être du Pink Floyd, ça peut être, du Queen. C'est mon ami, Queen, ce sont des musiques qui sont, ouais, planantes, quoi. Planantes avec une touche de tristesse. Voilà. OK. Musique préférée pour, se motiver ou pour travailler, si tu travailles en musique? Alors je travaille toujours en musique, enfin quand je m'adresse pas à d'autres gens, mais toute la journée j'écoute de la musique et c'est de l'ambiance. C'est ce que je disais C'est juste ça, du coup, avant, OK. c'est low tempo, Mmh mh. hem et ça me permet de rentrer dans le flow, en Mmh. fait. Mmh. Disons que je suis vite perturbé par, des dialogues, donc si ça chante, par exemple, je vais écouter Ah, les les paroles. paroles. Mmh. Alors si c'est en français, c'est encore pire, donc il Oui, faut du pas que coup. j'écoute et puis surtout, s'il y a des paroles, ça m'oriente. En fait, moi, j'ai besoin de pas être orienté quand je travaille. J'ai besoin de rentrer dans mes bulles et d'imaginer les choses. Donc en fait, une musique de film, par exemple, il y a en musique de film, j'écoute beaucoup de musique de film et j'adore, Warren Ellis, par exemple merde, comment il s'appelle? C'est Nick Cave et Warren Ellis ou Nick Cave et bref, j'ai plus les noms des films que des compositeurs. C'est des en fait, c'est des j'aime écouter des musiques qui se rapprochent de ce que je suis en train de faire Mmh mh. et donc du coup, je me mets dans un état OK, je de vois. c'est comme si j'écoutais la BO de ce que je suis en train de fabriquer et ça me permet en fait d'être dans l'état d'esprit et aussi ça me permet de rentrer dans la zone de créativité. C'est un Oui, peu un état de rêve en fait, qui permet de me détacher des problèmes du quotidien. je comprends totalement. C'est exactement comme ça que je travaille aussi, donc ouais, ça je capte bien. Hem, Musique préférée à chanter sous la douche? C'est toujours de musique débile, hein. Je chante rarement sous la mais ça va être, je sais pas moi, alors laquelle? Je sais pas. Non? C'est pas grave. C'est forcément toujours des musiques,
idiotes ou des musiques, populaires ou des tubes ou des je sais Ouais? pas. Mais comme j'en écoute pas tant que ça, je vais pas avoir de Non. noms qui me viennent, mais c'est toujours un truc qui vient de nulle part. Je me dis: «Mais pourquoi j'ai cette musique débile en tête?» Et là, il y a rien en ce moment? Là, tout de suite, j'ai un vieux truc en tête qui s'appelle I'm a Scatman. Je sais pas si tu vois J'ai ce la que tête, c'est? j'ai le truc directement dans la tête. Ouais, C'est ça, voilà. non? Je sais pas. Mmh? Bah, tu le mettras dans le Est-ce podcast, tu le que monteras ouais, et parce que j'ai un truc dans la tête, je sais est-ce que c'est ça ou pas? Est-ce que c'est c'est ça? c'est OK. exactement ça. J'allais le retrouver sur YouTube, mais c'est exactement En fait, ça. c'est Voilà. OK. Jamais, donc c'est bon. Donc musique préférée pour s'endormir, c'est musique ambiante aussi ou? Alors musique préférée pour s'endormir, ça va être plutôt de l'ambiance. J'ai une petite histoire par rapport à ça. Quand j'étais gamin, alors mes parents parfois, ils pouvaient faire un peu la fête, enfin inviter des amis, faire la fête, parler fort. Ils rentraient tard à cause de leur boulot et donc du coup, parfois moi j'étais couché avant qu'ils arrivent, Mmh. et en fait, comme je les entendais, Mmh. je mettais de la musique pour ne pas les entendre. Ah, Mais pas plus fort, mais oui. juste pour me focaliser sur la musique. Et j'ai une grande période Le Grand Bleu. C'est un film que j'avais adoré Oh. et en fait, j'adorais la musique, j'étais vraiment fan de la musique et donc du coup, je lançais la musique du Grand Bleu, mais quasiment tous les soirs. Juste, du coup, je me concentrais dessus et ça me berçait, en fait, et en général, à la 3e, 4e musique, je m'endormais. Si c'était pas le Grand Bleu, c'était Pink Floyd, Mmh. ça pouvait être genre un album que j'ai beaucoup écouté, c'est Division Bell. Et après c'était d'autres, je sais pas, il y a eu, Danser avec les loups, par exemple, de John Barry, qui est magnifique et je l'ai beaucoup, beaucoup écouté juste pour m'endormir. Parce qu'en fait, il y a pas de dans Danser avec les loups, enfin ces trois musiques, ce sont des musiques qui ont pas de grands contrastes, genre, d'un truc hyper rock d'un coup ou hyper, violent. Donc du coup, moi j'écoute ça et ça m'apaise et du coup, et aussi ça m'hypnotise. Parce Oh. qu'en me enfin ça m'hypnotise parce que du coup en me concentrant Ouais, sur la sur la musique. musique, je me concentre pas sur quelque chose, dans ma tête. OK. Je vais pas me refaire la journée et me dire: «Ah pourquoi Mmh. j'ai dit ça? J'aurais pas dû, mais Mmh. ouais, je suis sûr qu'elle l'a mal pris» et voilà. Donc du coup, je me concentre sur la musique et voilà. Ouais, je vois. Musique ou chanson que tu détestes? Est-ce que je déteste une musique? Non, c'est pas que je déteste, c'est que j'aime pas trop les trucs hyper méga mainstream, populaires, j'ai pas d'émotion particulière par rapport à ça, mais c'est pas mon truc, quoi. OK. La voix vocodeur, les trucs comme ça, j'ai du mal à apprécier, en fait. J'entends juste un comme je fais de la musique moi-même, en plus, j'entends que l'instrument qui Mmh. et pas la voix derrière, pas l'émotion. J'ai du mal avec le manque de sensibilité, j'ai du mal avec, la brutalité, et quand ces émotions-là sont traduites en musique, enfin, ou le manque d'émotion, ça me parle pas. OK. Alors la personne qui t'a le plus, marqué? Il y en a beaucoup, mais là, instinctivement, je dirais Terry Gilliam. Réalisateur de cinéma, c'est un ancien des Monty Python et en fait, je pense que c'est un de mes premiers coups de cœur cinéma, notamment avec un film qui s'appelle Brasil, mais aussi tout son cinéma, encore aujourd'hui, hein, mais surtout à l'époque, moi je pense que c'est le premier réalisateur que j'ai remarqué, que je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que cet univers?» en fait. Et Terry Gilliam, il a une manière de faire des films qui est complètement baroque, il a une vision de la vie, qui a il est fasciné par ces personnages sont toujours des personnages qui cherchent à fuir à la réalité Mmh. et hem et ça m'a toujours fasciné et il a une manière de faire c'est bigger than life, en fait et voilà. Alors, l'anecdote de tournage la plus drôle, celle que tu as un truc qui te fait encore rire aujourd'hui? Ah, le problème, c'est que j'ai pas prévu. Mmh, faut juste que je réfléchisse 2 secondes. Alors, il y en a peut-être une, elle est vieille, en fait, parce que c'était un de mes premiers courts métrages. Il y a forcément plein d'autres anecdotes, mais là, je suis un peu pris de court, donc je me rappelle de celle-là parce que je l'ai racontée, à des collègues, il y a pas longtemps. J'avais fait un court métrage, c'était un de mes premiers courts métrages, et c'était une parodie de Scooby Doo.
que j'avais faite pour un concours organisé par Canal+ et c'était un concours de films horribles, enfin de films gore. Ouais. Les gagnants en fait étaient diffusés le soir, samedi soir sur Canal+ et c'était un peu, à l'époque Canal+ c'était cool quoi et donc du coup, moi je me suis dit: «Ah mais je veux absolument faire partie», je sortais d'école et je me suis dit: «Allez on» j'ai dit à mes potes: «On fait un court métrage» et je voulais pas faire un truc gore pour faire un truc gore. Pour moi le gore c'était enfin je suis pas fasciné spécialement. J'aime bien les films d'horreur, les Mmh. films d'épouvante, mais pas le gore. Donc je me suis dit, «Je vais faire un truc drôle». Donc j'ai fait une parodie de Scooby-Doo, version gore, qui s'appelle OK. Scoob, qui est complètement idiote. C'est en gros, j'ai pris des potes et un de mes potes était en costume de chien. Je suis allé louer, un costume de chien, je crois que c'est juste à côté d'ailleurs en fait, dans un truc de farce et attrape et on a organisé un tournage très vite. On a tourné dans une usine désaffectée et donc du coup, on a commencé ce tournage, on a fait ça le week-end et il y avait un peu d'effets spéciaux pour les trucs gore et en fait, on a commencé à tourner et à un moment donné, en fait, alors il y a eu 2 anecdotes. Première anecdote, donc on est en train de filmer et pendant qu'on filme, à un moment donné, il y a, la fille qui fait Daphné, qui avait des seins gigantesques parce qu'en fait, on bon, c'est un peu débile, mais chaque personnage était hyper caricaturé Ouais, et elle, en fait, on lui a mis des ballons, ouais. pour, déformer sa silhouette et heu et en fait, elle arrive avec 2 policiers dans une usine désaffectée où on n'avait absolument aucune autorisation et la zone était un peu dangereuse et là, on s'est dit: «Bon, bah, a priori, le tournage, il va s'arrêter parce qu'on n'a Ouais. pas le droit». Donc les policiers sont venus me voir et ils commencent à me dire: «Mais vous faites quoi là?» «Bah, je fais un court métrage, c'est une parodie de Scooby-Doo», En fait, ils ont commencé un peu à poser des questions, sur le truc Ouais. et en fait, ça les faisait marrer et en fait, ils nous ont dit: «Bon, bah, faites attention, hein» et ils sont partis. Donc du coup, on s'en est bien tiré, on a continué le tournage. Sauf qu'à un moment donné, on fait une autre scène et là, la scène, c'était Sammy, de Scooby-Doo, Mmh. qui se fait éclater la tête par le ninja Nui Samouraï. Ça volait pas haut, hein et en fait, il y avait, la créature de cette histoire, Mmh. c'était un ninja, en fait et en fait, à un moment donné, il explose, la tête de Sammy Mmh. avec un nunchaku. Bon, c'est du gore, hein mais c'est tourné de manière vraiment débile et pendant qu'on fait ça, alors déjà, je on tournait avec de la vraie cervelle de bœuf, enfin, c'était n'importe quoi, quoi. Waouh! Sur le visage de mon pote. C'était Énorme. bon enfant, hein, mais c'était vraiment de la cervelle de bœuf. Bah, on faisait comme on pouvait, quoi, en fait. Tu sais, les effets spéciaux, le sang, Bah je sais même oui. plus ce que c'était. Enfin, je crois que c'était du sirop de quelque chose. Ouais. Mais donc pendant qu'on faisait ça, d'un coup, il y a un des gars, de l'équipe qui vient. Il me dit: «Stéphane, on a un problème, on nous a volé la caisse de maquillage». Non. Et en fait, on avait un maquilleur effets spéciaux qui travaillait dans le cinéma, qui était venu nous donner un coup de main pour tout ce qui est sang, mais aussi bras coupés, enfin tous ces trucs-là. Ouais. Et en fait, il s'est rendu compte qu'on lui avait volé la caisse maquillage parce qu'elle n'était pas sous, surveillance. Et en fait, ça coûte cher, il y a du latex, il y a des produits, enfin donc du coup, moi j'apprends ça et là d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui arrive qui dit: «Ils ont volé la caisse, de lentilles de caméra» et là, c'est une autre histoire. Parce que la caisse maquillage, je vais pas donner de prix, mais je crois qu'à l'époque, c'était quelques milliers et la caisse de j'ai plus les je suis nul pour me rappeler les chiffres, mais la caisse de la lentille, les lentilles de caméra, Mmh. là, c'est un autre truc. C'est un je crois que c'était genre 50 000 balles, un truc comme ça, quoi, en fait. Et évidemment, on n'était pas assurés, on n'avait pas de production. Moi, en fait, j'avais juste appelé des loueurs en disant: «Ouais, j'organise un court métrage, ça va être fun, je mettrai votre nom au générique, vous pouvez pas me donner un coup de main?» et les gars avaient été sympas, ils nous avaient prêté une caméra, des et en fait, d'un coup, on se rend compte que ça a été volé. Et en fait, moi, j'étais responsable, Bah oui. et je sortais d'école de cinéma. Je crois que je commençais à bosser, mais j'avais un petit boulot tout pourri, quoi. J'étais régisseur sur un tournage, 8e régisseur, et en fait, en gros, j'étais dans une panade totale, quoi. Et donc pendant 1 heure ou 2, on a cherché tout autour, on a essayé de retrouver les trucs, je me rappelle du cascadeur. On avait un cascadeur qui faisait le monstre là, il disait: «Et en plus, ils m'ont volé les photos de ma copine!»
Et bref, moi, j'étais un peu dégoûté. Mon père qui m'appelle à ce moment-là en me disant: «Ouais, ça va, qu'est-ce que tu fais?» Et moi, je dis: «Ouais, tout va bien, tout va bien». J'osais même pas lui dire parce que je savais pas comment j'allais rembourser, voilà. Et il se met à pleuvoir, des cordes, donc en fait, on est obligé de partir, quoi, on est obligé de quitter les lieux parce que c'était une usine, il y avait aucun abri et en gros, j'étais obligé d'accepter l'idée que c'était foutu, que j'allais pas retrouver ce truc-là et que j'allais mettre des années à rembourser, et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, en fait, il faut vraiment que je fasse quelque chose», et je me suis dit: «Je fais un dernier tour» et je Ouais, suis parti en courant dans l'usine, sous la pluie, pendant ouais. que mes potes se réfugiaient dans la voiture et le cascadeur, il a fait: «Ouais, je t'accompagne Stéphane, on y va tous les 2 et tout». J'ai retrouvé les photos de ma copine. Donc on part en courant et en fait, en courant dans l'usine, je vois une petite pièce et je lui dis: «Tiens, je vais regarder dedans» et là, qu'est-ce que j'ai trouvé? Tout. Bah, J'ai tout retrouvé. Les mecs, en fait, ils avaient tout caché provisoirement pour récupérer ça un peu plus tard et en fait, d'un coup, j'ai retrouvé la caisse maquillage, j'ai retrouvé les lentilles caméra et en fait, au final, on a pu tout récupérer. Le seul truc, c'est qu'il y a eu 2 pare-brises de pétés, et peut-être un téléphone portable de volé. ah, ouais. À l'époque, c'est les téléphones à clapet, hein, Ouais, ça reste un téléphone. et c'est tout, en fait. Et donc du coup, on n'a pas pu finir le tournage. J'ai voulu réorganiser le tournage, un peu plus tard parce qu'il fallait finir, quoi. Donc du coup, le week-end d'après, je me suis dit: «Bah, j'ai trouvé une autre usine», parce que hors de question de retourner dans la même, donc on a trouvé une autre usine pour organiser la fin du film. La comédienne m'a dit: «Ouais, Stéphane, je suis pas tentée, je veux pas» et je lui ai dit: «Ouais, mais je suis bloqué là, il faut que je finisse». «Ouais, mais non, mais je le sens pas». Donc du coup, j'ai demandé à ma copine de faire, son rôle. Donc en fait, elle a mis les ballons sous son truc. Vu qu'elle a la même couleur de cheveux, bah, je me suis dit: «Bon, bah, c'est drôle dans ce contexte-là de changer de comédienne en cours de route». De toute façon, il y a un côté J'avoue. potage dans le truc et en fait, ce qui est drôle, c'est que personne ne s'en est rendu compte. Ah oui, d'accord. Elles se ressemblent tant que ça? OK. C'est même pas qu'elle se ressemblait pas tant que ça, c'est juste que les gens ont pas calculé. Le montage est rapide Ah oui, donc ouais, ça se voit pas tant que ça. et en fait, dans le contexte du film, non mais vraiment, les gens regardent le truc, ils s'en rendent même pas compte, quoi et je me suis dit: «OK, bon, bah, c'est ça le cinéma, c'est Mmh, la triche». exactement. J'ai demandé si tu regardes les projets sur lesquels tu travailles, mais Si, oui, pardon? tu regardes les projets. Comment ça, je Faut regarde les projets? à la toute fin, Ah, si je regarde après, quand alors c'est certains réalisateurs le terminé. font pas, en Ouais, fait. Bah, de toute façon, tu es obligé de regarder de bout en bout parce qu'en fait, quand oui, tu réalises, oui, tu oui. tapes tout, tu regardes trop, en fait. On faut tout regarder des 1000 Beh, c'est fois. ça. Donc dans tous les cas, on regarde évidemment, c'est plus que regarder, on scrute, et on analyse et on regarde le moindre pixel, jusqu'à l'écœurement. Mais en fait, il y a même pas d'écœurement, c'est qu'en fait, c'est mon taf, je le fais, j'ai envie que le film soit bien jusqu'au bout Mmh. et en fait, je suis obsédé par ça. Mais même après, j'aime bien regarder plus tard, en Ouais, fait. quand il est fini, sorti, tout ça, Ouais, tu certains réalisateurs sont dégoûtés, ils veulent passer à ouais, autre chose. Moi, en fait, je sais pas, c'est un peu une trace du OK. passé et revoir le travail un peu. Alors, au début, j'ai un peu du mal parce que je vois que les défauts, mais j'aime bien quand même parce que c'est je sais pas, c'est un peu la récompense, quoi. Tu vois, le regarder en salle, devant un public, par Mmh. exemple, bah, tu sens que la salle vibre, ils regardent le truc et puis toi, tu le vois comme spectateur. Tu essaies de le voir comme spectateur et puis ça me donne du sens et ça me donne l'énergie pour en refaire d'autres. Parce qu'on souffre quand même à faire ces films, c'est quand même dur. Donc en fait, de pouvoir juste profiter de regarder, en tant que spectateur, de pouvoir, sentir que d'autres gens regardent et en profitent, ça permet de donner du sens, ouais. D'accord. Si tu avais le pouvoir de changer une chose dans le milieu de l'audiovisuel, ça serait quoi? Et pourquoi? Mmh. Heu, je sais pas si j'ai envie d'avoir ce pouvoir-là parce que ce serait hyper prétentieux, donc du coup, je veux pas imposer ma règle, ma manière de faire aux autres, je préfère m'adapter. Donc du coup, si je voulais changer une chose, ce serait le il y a un truc quand même, surtout dans le cinéma, c'est plus le rapport que les humains peuvent avoir entre eux Mmh. et notamment la, éliminer les rapports de force. Éliminer les rapports d'ego mal placés, éliminer
il y a encore trop aujourd'hui, alors moins dans l'animation, plus dans le cinéma, tournage. L'animation, c'est quand même des gens qui sont, je pense, plus sensibles. Dans le ciné enfin plus sensibles, qui sont plus doux. Mmh. Je trouve que le cinéma classique est encore un peu dur et parfois brutal, et il y a des rapports humains et en fait, comme si c'est des gens qui sont souvent isolés pendant quelque temps, ils peuvent se créer leur propre bulle et je trouve que ça crée parfois des dérapages, des rapports dans les rapports humains, dans les rapports de domination, dans les rapports qui, je trouve que parfois c'est un peu trop c'est dur et c'est mal placé. On le voit notamment en ce moment avec le procès de Depardieu. Mmh. Depardieu a fait des choses qui sont absolument totalement inadmissibles et ça a été accepté pendant longtemps Mmh. et c'est en train de changer, mais je pense que ça change pas assez vite. Et si je devais changer un outil enfin, si j'avais ce Mmh. pouvoir, c'est ça que je changerais. C'est qu'on soit dans des rapports plus mais pas que dans le cinéma, Oui, de manière dans d'autres générale. milieux aussi, oui. Qu'on soit dans des rapports qui soient plus doux, qui soient plus nuancés et avec plus d'écoute et voilà. Parfait. Quel conseil tu donnerais pour s'armer dans le milieu? Pour s'armer? Oui, pour être un peu plus, je sais pas moi, pour être un peu plus résistant ou j'en sais Ah rien. ouais, j'aimerais qu'on n'ait pas besoin suite à ce que je viens de dire, j'aimerais déjà qu'on n'ait pas besoin qu'on n'ait pas besoin de s'armer et qu'on se dise qu'on n'a pas besoin de s'armer pour Ouais. travailler dans ce milieu. S'il fallait s'armer, ce serait plus psychologiquement, c'est pas s'armer, c'est hem, c'est d'essayer de se donner confiance pour faire les choses et de croire en ce qu'on fait et de croire tellement qu'on le travaille beaucoup pour être très bon dans ce domaine-là, en Mmh. fait. Croire en son histoire, croire en son dessin, ou en ses capacités à dessiner et continuer à dessiner, ou de sculpter, ou de tenir une caméra, ou de jouer devant une caméra. C'est plus, se faire confiance et se donner les moyens pour atteindre un certain niveau pour que ce soit payant, en fait. Enfin, payant dans le sens où des gens reconnaissent le talent, en fait. Et c'est pas vraiment s'armer, c'est Mmh. plus, se croire en soi, quoi, en fait. D'accord. Si tu devais remercier une seule personne pour, là où tu en es aujourd'hui, ce serait qui? Plutôt 2 personnes, mes parents, en fait. Parce que ils m'ont jamais dit alors j'ai pas des parents qui étaient dans le métier. J'aurais aimé, je pense que ça m'aurait aidé, d'avoir un environnement culturel, Mmh. mais aussi, des réflexes, des équipes, mais par contre, j'ai eu quand même la chance d'avoir des parents qui ont accepté mes choix. Mmh. J'aurais pu faire une autre chose, j'aurais pu me lancer dans, je sais pas, dans l'informatique, j'aurais pu me lancer, j'aurais pu faire une école d'ingénieur, mais ils ont accepté que je fasse une école de mise en scène. Ils ont accepté et ils m'ont jamais jugé. Ils m'ont jamais dit: «Stéphane, c'est une très mauvaise idée». Ils m'ont juste dit: «Tu es sûr?» J'ai Mmh. dit: «Ouais» et ils m'ont fait confiance et ça, je sais que c'est précieux parce qu'en fait, hem, bah, beaucoup de parents, ont peur parce qu'en fait, c'est des métiers difficiles et beaucoup de parents se disent: «Ouais, mais c'est risqué, je pense que mon enfant prend une mauvaise décision» et ils essayent de l'orienter fortement parfois dans une autre direction et moi, je voudrais remercier mes parents d'avoir cru en moi, en fait. Trop bien. Quels sont tes futurs projets, si tu peux en parler? Hem et ben, je peux pas forcément rentrer trop dans les détails. Disons que j'ai plusieurs projets de long métrage. J'avais un peu mis de côté les longs métrages. J'avais des projets, mais je crois que j'y croyais pas forcément tout le temps, pour différentes raisons. Parce qu'en fait, faire un film d'animation en France, c'est très, très cher et Ouais. en fait, je pouvais pas m'empêcher de calculer la chance que ça puisse se faire. Maintenant, depuis 2 ans, je pense que je me suis mieux armé, pour reprendre le terme, pour me relancer sur des projets ambitieux de long métrage parce qu'en fait, je travaille différemment et Et d'animation, ça principalement d'animation en ce moment, ouais. Et donc du coup, j'ai développé un style ces dernières années et une manière de travailler mmh, qui me permet en fait, j'ai beaucoup plus de contrôle sur mes films, oui. et je suis moins dépendant d'autres personnes pour faire ces films. Donc du coup,
ça me donne beaucoup plus la liberté de rêver fort et donc en fait, j'ai plusieurs projets en parallèle. OK. Grosso modo, il y en a 3. Hem, il y a un projet où je suis tout seul en mise en scène, c'est un peu tôt pour en parler, mais c'est un projet d'adaptation et 2 autres où je suis en co-réalisation. D'accord. Heu Un, bah, je peux le dire, c'est avec Mathias Malzieu, avec qui j'avais fait La Mécanique du cœur. On a un Oui. projet ensemble, Oh, OK. on a envie de retravailler ensemble et là, on a un projet, qui est très beau et qu'on commence à sur lequel on commence à avancer de plus en plus vite et un autre avec un autre réalisateur, de talent que j'admire beaucoup et on a un projet ensemble, qui je crois est très beau aussi et voilà, donc du coup, je suis un peu sur ces 3 projets et en aujourd'hui même, surtout sur le dernier, parce que je suis en train de faire le développement graphique, ici et il va falloir D'accord. que j'y retourne dans pas longtemps. Oui, donc c'est bientôt la dernière question. Est-ce que tu as un dernier message à transmettre? Un message à Oui, transmettre? un dernier message À qui? à ceux qui écoutent ce podcast. À ceux qui bah, en fait, de manière générale, le truc qui me tient à cœur, hem, c'est de se dire que les limites principales qu'on peut avoir sont souvent les limites qu'on se crée soi-même. Les plus grandes des limites sont j'aime croire que pour être réalisateur et même pour faire des films, pour faire quelque chose, il y a pas de règle et donc ça veut dire qu'on peut si on veut faire quelque chose, il faut le faire Mmh. et après essayer de le faire sans écouter forcément enfin, c'est toujours un bien d'écouter comment faire les choses, mais si on fait quelque chose de différent, faut essayer d'écouter sa petite voix intérieure et d'y croire et tester, en fait. Et en gros, faut y aller. Hem et si on veut faire des films, on peut prendre des Smarties pour faire, enfin des M&M's pour faire des films, des Lego. On peut faire des films avec ses potes, on peut prendre un téléphone, on n'a pas besoin de la meilleure caméra. C'est important d'écrire, c'est important de pratiquer, mais surtout faut faire, en fait. Par exemple, ce q on peut lire beaucoup de livres sur le scénario, mais le mieux, c'est d'écrire le scénario. On peut écouter beaucoup de podcasts sur, comment faire des films, mais le mieux, c'est de prendre un téléphone, de prendre une caméra, de prendre un appareil photo et de commencer à le faire et de se dire: «Allez, dans l'urgence, je fais un truc». Mais c'est de tester et de voir si ça marche ou pas. Et en fait, si on a une idée très absurde, mais qu'on y croit et qu'on pousse au bout, ça fait souvent un truc sympa, en fait. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire des projets courts. Heu, les films de commande, ça m'a beaucoup aidé pour Mmh. ça, genre les clips, parce Mmh. qu'en fait, il y a un temps limité. On me dit: «Ouais, est-ce que tu peux faire un clip en 1 mois? Est-ce que tu peux faire un clip en 2 mois? Est-ce que tu peux faire un clip, pour la semaine prochaine? Est-ce que tu peux faire un clip pour 15 €?» Et en fait, moi, je me dis: «Bah, ouais, let's go, quoi, on teste. Qu'est-ce que je risque? Je risque une semaine, je risque 1 mois, je risque 2 mois». C'est à l'échelle d'une vie, finalement, c'est pas, Ouais. ou alors je bosse le week-end, je bosse le soir, et je teste en fait. Si je me trompe, alors j'ai quand même quand je travaille avec d'autres gens, j'ai la responsabilité de ce que j'engage. Ouais. Mais par contre, il y a des projets qu'on engage chez potes, ouais, ça tente de faire un film et souvent, bah, les courts-métrages, je me suis souvent rendu compte qu'il suffisait de demander. Pas en demandant en service, parce que c'est toujours plus délicat à dire, genre: «Est-ce que tu peux m'aider?» et que la personne ça lui coûte, Mmh. ça me pose toujours un problème. Par contre, ça te tente de qu'on fasse un truc, ça te tente qu'on fasse un film en 2 semaines là, pendant les vacances? Au lieu je sais pas, de glander sur la plage, on fait un film. Tu chaud? Et en fait, souvent, les gens, ils sont partants. Ils disent: «Bah, ouais, ouais», parce qu'en fait, ils ont pas forcément l'occasion et ils vont l'aider. Et après, on est 2 et là, tu un décorateur: «Ouais, alors excusez-moi, il y a machin, il m'a parlé de vous, j'ai un projet là». J enfin, en gros, c'est tester, Faut vraiment y tenter aller, ouais. et y aller, quoi. Parfait. Merci beaucoup Stéphane. Bah, merci à toi et merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @LDLL podcast. Rendez-vous au prochain épisode.